You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue dans un nouvel épisode de MidoriCast, rubrique 6 minutes pour comprendre avec mon ami Pierre Léonard. Je te donne la parole, Pierre. Merci Michel. Bonjour et bienvenue dans 6 minutes pour comprendre, le podcast qui aide les dirigeantes et dirigeants de PME à y voir clair dans la transition écologique sans blabla, sans chichi et avec du ROI concret. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va bientôt impacter toutes vos communications. La directive européenne anti-greenwashing. En gros, c'est la fin des promesses vertes vagues et le début d'un marketing beaucoup plus précis, démontrable et rassurant pour vos clients. Alors c'est quoi cette fameuse directive anti-greenwashing ? Eh bien, son vrai nom, c'est la directive Empowering Consumers, autrement dit donner du pouvoir aux consommateurs. Et elle a un objectif très simple, celui de protéger les consommateurs contre les faux arguments écologiques et clarifier les infos sur la durabilité des produits. Concrètement, elle vient renforcer les règles contre les pratiques commerciales trompeuses. Et ce qu'elle dit en clair, c'est que si vous utilisez l'argument environnemental pour vendre vos produits ou vos services, vous devez être beaucoup plus précis et capable de le démontrer. Les États membres doivent transposer cette directive dans leur droit national cette année, donc son impact va monter en puissance très vite dans tous les pays de l'Union. Qu'est-ce qui va devenir risqué, voire interdit, dans la communication verte ? Et je mets des guillemets. En gros, plusieurs types d'allégations vont devenir très compliquées, voire illégales, si elles ne sont pas étayées par des éléments que vous pouvez prouver. Il s'agit de quoi ? Il s'agit des formules génériques de type éco-responsable, respectueux de l'environnement, 100% vert, climatiquement neutre et j'en passe. Si elles ne sont pas accompagnées de chiffres, d'un périmètre clair ou d'une méthode qui les démontre, ça n'ira plus. Deuxième point, les promesses fondées uniquement sur la compensation carbone. On en a parlé dans un épisode précédemment. Par exemple, la dénomination neutre en carbone, alors que vous n'avez pas réellement réduit vos émissions, mais que vous vous êtes contenté de financer des projets de compensation, ça n'ira pas. Troisième chose, les labels maison ou les logos durables, de nouveau je mets des guillemets, inventés par l'entreprise sans schéma de certification sérieux ou reconnaissance par une autorité publique, niet. Les promesses floues sur la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité d'un produit quand votre client ne peut ni les vérifier ni comprendre ce qu'elles signifient concrètement, on oublie. Et enfin, les comparaisons environnementales entre produits ou marques. Si la méthode de comparaison n'est pas claire et induit le consommateur en erreur, ça n'ira pas. Dit autrement, le temps des slogans verts un peu magiques touche à sa fin et un message écolo mal calibré ne sera plus juste considéré comme un peu exagéré ou sujet à caution, il pourra être vu comme une pratique commerciale déloyale. Qu'est-ce que ça change pour une PME comme la vôtre ? Si vous êtes une PME qui communique déjà sur vos efforts environnementaux, cette directive va vous obliger à passer d'un narratif un peu vague à une véritable accountability, c'est le terme anglais pour définir une capacité à rendre des comptes sur vos pratiques. Donc vous devez vous préparer à 3 changements majeurs. Tout d'abord, chaque promesse devra être assortie d'une preuve. Un argument environnemental ne sera plus simplement une phrase inspirante dans une plaquette, il faudra que ce soit une affirmation véritable et vérifiable. Deuxième chose, les labels improvisés vont perdre leur légitimité. Le petit logo green créé par votre agence de com, sans référentiel derrière, va devenir un risque pour vous. Vous devez soit rejoindre un label sérieux, et c'est un sujet que j'aborderai dans le prochain épisode, soit vous contenter de faits concrets sans inventer de pseudo-certification. Troisièmement, enfin, le greenwashing devient un risque pour votre business. Un message flou, trompeur, n'est plus seulement un souci d'image, c'est potentiellement un véritable problème juridique, l'obligation de retirer une campagne de communication et un vrai choc de confiance avec vos clients et vos partenaires. Sans compter la perte financière, parce Sans qu'on a compter la investi perte financière. et ça va à la poubelle. Effectivement. Mais Michel, il y a des bonnes nouvelles. Tout d'abord, si vous travaillez déjà sérieusement sur votre empreinte environnementale, vous avez déjà beaucoup de matière pour construire un discours solide. Et deuxièmement, au lieu d'attendre que le couperet tombe,
vous pouvez dès à présent commencer à sécuriser votre communication en suivant 4 étapes que je vais vous détailler. La première étape, cartographier vos messages verts. Listez tous les endroits où vous parlez d'écologie ou de durabilité, votre site web, vos réseaux sociaux, vos fiches produits, vos plaquettes commerciales, vos appels d'offres, vos argumentaires, etc. Repérez des mots trop génériques, éco-responsables, durables, verts, les promesses spectaculaires, mais vagues, et les mentions de neutralité carbone ou de compensation. Deuxième étape, reliez chacune de ces promesses à une preuve. Posez-vous tout simplement la question, si un client, un journaliste ou un régulateur me demande « Comment est-ce que vous pouvez me prouver cette affirmation ?» Est-ce que vous aurez quelque chose à lui montrer? Donc pour chaque affirmation, vous allez identifier vos données, donc les mesures, les indicateurs clés de performance, les audits, les certificats, votre périmètre, de quel produit est-ce qu'on parle, sur quel site, pendant quelle période. Vous allez aussi identifier votre méthode, comment vous avez calculé ou mesuré. Alors si vous n'avez rien, soit vous établissez la preuve, soit vous réduisez l'envergure de ce que vous promettez. Troisième étape, nettoyez votre narratif en remplaçant les formules floues par des phrases concrètes. Par exemple, au lieu de dire « nos produits sont éco-responsables », vous pourriez dire « nos produits sont garantis 7 ans avec des pièces détachées disponibles pendant 10 ans et un taux de réparation supérieur à 85% dans notre atelier partenaire local ». Là, on est dans du factuel, pas dans de l'incantation. Et enfin, quatrième étape, alignez votre communication avec votre démarche de circularité. Profitez de ce chantier pour regarder vos modèles économiques. Par exemple, la réparation, le reconditionnement, la location plutôt que la vente, la maintenance préventive, la reprise, le réemploi, la réduction des déchets et des pertes de matière. Rien que ça. Ce sont des actions concrètes qui vont vous permettre demain de tenir un discours environnemental solide, différenciant et conforme à la directive. Alors vous vous dites peut-être, mais scrogneux, encore une contrainte supplémentaire que nous impose l'Europe, et pourtant, si vous êtes une PME qui avance déjà sur l'économie circulaire ou le développement durable, c'est en réalité un avantage compétitif. Parce que vos efforts réels vont enfin être mieux valorisés, les fausses promesses vertes de vos concurrents seront progressivement écartées, et vos clients pourront enfin distinguer ceux qui font vraiment les choses de ceux qui se contentent d'en parler. Pour vous, le vrai enjeu, c'est pas seulement de ne pas faire de greenwashing. Le vrai enjeu, c'est de bâtir un récit de durabilité crédible, connecté à votre performance économique et à votre ROI, d'autant que, comme on l'a vu dans d'autres épisodes, vous n'avez pas besoin de lancer des programmes ruineux ou chronophages pour mettre en place des mesures environnementales qui améliorent votre CA et vos marges. En résumé, dans cet épisode, on a vu que la directive anti-greenwashing va encadrer sévèrement les promesses environnementales, que les slogans vagues et les promesses basées uniquement sur de la compensation carbone vont devenir très risqués, que les PME ont tout intérêt à nettoyer leurs messages dès maintenant et à les relier à des preuves concrètes. Et si vous travaillez déjà sérieusement sur l'économie circulaire, ce sera une occasion unique de vous différencier. Si vous voulez aller plus loin, je décortique aussi ces sujets dans ma newsletter Brief Circulaire sur LinkedIn. Vous y trouverez des exemples concrets, des case studies, des cas d'usage pour des PME et des pistes pour transformer cette directive en avantage stratégique. Si cet épisode vous a été utile, merci de le partager autour de vous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode où on décortiquera les labels RSE pour identifier celui qui vous convient le mieux. Je me dis, mais tiens, et les sociétés de services, les hôtels par exemple, qui ont des labels Green Key, etc., qu'en est-il? Est-ce que ces labels vont rester viables, valables, ou est-ce qu'ils deviennent obsolètes? Pour faire court, le label ne vaut que par ce qui se trouve derrière. La conclusion de l'histoire, c'est plutôt regarder d'où vient ce label, par qui il a été élaboré, qui l'utilise et quelle crédibilité il a réellement. Et ça passe quand, cette directive? Cette directive-ci, elle s'applique à partir de 2026, à partir de cet été. On est en plein dedans, cet été. Ouais. Merci Pierre, à très bientôt et n'oublie pas, il est répondeur. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever.
Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.